C'est le meilleur des James Bond. Bonsoir, on ne va pas se mentir, 40e édition, le débat d'ITélé avec le sourire et sans langue de bois. Voici le sommaire avant de vous présenter nos invités. François Hollande et Benyamin Netanyahou à Toulouse, dans cette école tristement célèbre. C'est là que Mohamed Merah a tué 3 enfants et un adulte. Cérémonie émouvante cet après-midi, mais politique aussi. Le Premier ministre israélien est en campagne. Certains parlent même de récupération politique. On en parle. Les Allemands se lâchent. Gerhard Schröder d'abord et maintenant le quotidien le plus lu en Allemagne, Das Bild. Une critique qui tient en une phrase. La France est-elle la nouvelle Grèce? Alors, ça vous vexe ou pas? Vit-on sous une dictature en France? Une dictature des Verts, c'est le titre de Valeurs Actuelles qui tape fort, très fort, sur les écologistes et dénonce une influence démesurée sur les gros dossiers du gouvernement. Ont-ils trop de pouvoir? Est-ce une machine à couac, les Verts? Est-ce qu'il faut que ça cesse? Et puis Manuel Valls, superstar au plus haut des sondages. A-t-il un talon d'Achille? Eh bien, oui, en tout cas, VSD l'aurait trouvé. VSD qui se lâche cette semaine. Son talon, ce serait sa compagne. Est-ce qu'elle vous choque alors, cette une de VSD? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Géraldine Poirot-Gauvin. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale de l'UMP, conseillère de Paris du 15e arrondissement, conseillère régionale d'Île-de-France. Esther Benbassa, bonsoir, sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Universitaire. Exactement, pardon. Et Philippe Bilger, magistrat honoraire président de l'Institut de la Parole. Bonsoir, bienvenue à vous aussi. Enfin, Bruno Roger-Petit, journaliste le plus du Nouvel Observateur. Avant de développer tous ces titres, Marseille, 2 jeunes abattus dans une voiture tout à l'heure dans le 13e arrondissement, une fois encore, ce qui porte à 23 le nombre de décès dans ces fusillades. Je rappelle que Jean-Marc Ayrault a convoqué un comité interministériel sur Marseille. Manuel Valls y est allé à plusieurs reprises. Le préfet a même été changé et rien ne change. En tout cas, on n'a pas l'impression. Géraldine Poirot-Gauvin, tout cela, ça n'a servi à rien alors? Écoutez, il faut donner un peu de temps au gouvernement, je veux bien le croire, mais enfin, il y a quand même des mauvais signaux qui ont été donnés dès le départ. Et aujourd'hui, on voit les conséquences sur cette ville qui est un peu stigmatisée. Et on voit la succession, la hausse de la criminalité. Donc je pense que le gouvernement n'a pas pris toute la mesure de la situation, elle n'a pas donné tous les moyens. C'est en contraste avec tout ce que nous avons fait, nous, pendant des années, à l'UMP, avec la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement de François Fillon. Donc voilà, il y a un contraste, on sent qu'il n'y a pas de capitaine dans le navire et on voit les conséquences sur le terrain. C'est lié clairement à la politique de François Hollande? C'était un coup de com', tout ça? Non, mais la séquence est très intéressante là, parce qu'on a un joli concentré de ce qu'on vit depuis des mois. C'est-à-dire qu'il se passe un événement grave. Vous faites-vous un commentaire qui met ça en perspective journalistique en disant il y a eu un comité, il y a eu des réunions, le gouvernement s'est rendu souvent sur place, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, et puis nous avons, la machine à éléments de langage qui se met en place, qui dit que le gouvernement ne fait rien, que c'est nul et que c'était tellement merveilleux. Non, vous nous avez tellement critiqué pendant des années que... Donc, non, mais je dis juste qu'on a un concentré, on a un concentré à partir d'un fait divers pour le moment, sur lequel pour le moment on est... C'est une répétition de... Un fait divers pour lequel, sur le moment, nous ne savons rien. Et donc, je trouve intéressant de voir de quelle façon vous nous servez systématiquement les mêmes éléments de langage. Vous ne me connaissez pas, monsieur, je ne vous sers rien du tout. Je suis en train de décrire je sais, vous êtes à l'UMP, vous parlez tous de la même façon, grosso modo. Et donc là, on a eu un très beau concentré. Vous ne me connaissez pas, vrai, visiblement. Si. Philippe Bilger, est-ce que vous voulez dire un mot? On va parler sans doute régulièrement des crimes et des tragédies marseillaises. Je ne dénie pas le spectaculaire politique qui a été mis en œuvre pour donner l'impression d'une réaction, d'une répression, mais il n'a aucune incidence sur la criminalité réelle. Il faut tenter de modifier le terreau marseillais qui, s'il fallait le décrire, demanderait beaucoup plus que 3/4 d'heure à votre émission. Donc, il ne faut pas s'étonner à chaque fois de ces tragédies. Il faut tenter d'identifier les auteurs et de les condamner sévèrement s'ils le méritent. Marseille, c'est comme la France. Donc, pas de lecture politique, finalement, Esther Benbassa? Oui, mais enfin, je ne sais pas plus. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un fait divers. Je le déplore, mais je ne suis pas d'accord
d'accord non plus avec votre interprétation, madame. L'émission s'appelle Sans langue de bois, je crois. Enfin, vous l'avez dit. C'est Sans langue de bois. Sans langue de bois, attendez, chaque fois que quelqu'un est tué, que quelqu'un tue quelqu'un d'autre, c'est pas la faute au gouvernement. Vous savez, pendant 5 ans, ça a été la faute de Nicolas Sarkozy. Mais attendez, là... absolument pas gêné. Oui, mais donc, écoutez, on ne peut pas dire que M. Valls soit un faible. On l'attend sur les résultats. C'est les résultats qui comptent quand on est politique. Résultats, madame, quels résultats voulez-vous? Là, les gens s'entretuent, il y a un milieu délinquant, il y a des mesures à prendre, il y a un assainissement à faire. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant des années? Mais qu'est-ce que vous avez fait? On aurait bien aimé que les choses changent. Si vous étiez meilleur, vous nous auriez donné des recettes. Pendant 9 ans, on a une baisse continue de la délinquance. Alors, oui, bien sûr. On va passer au sujet suivant, si vous le voulez bien. François Hollande et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à Toulouse aujourd'hui pour cette cérémonie d'hommage aux victimes de Mohamed Merah. Beaucoup d'émotions et un discours de fermeté du président français qui a été assez clair. Écoutez. Les Juifs de France doivent savoir que la République met tout en œuvre pour les protéger. La garantie de leur sécurité est une cause nationale. Elle n'est pas l'affaire des Juifs, mais celle de tous les Français. Voilà, et puis cette image qui était l'un des moments forts de la journée avec le directeur de l'école, Or Torah, puisqu'elle a été rebaptisée cette école. La communauté juive en France dénonce régulièrement la recrudescence d'actes antisémites en France. Est-ce que cette image et ce discours est à même de pouvoir rassurer cette communauté française? Bruno Roger-Petit. Les deux discours, si vous permettez, parce que ce qui était intéressant, parce que j'ai entendu, il y avait un début de polémique sur la cérémonie a eu lieu en hébreu, est-ce que ça ne posait pas... Bon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, dans cette affaire, François Hollande et Benyamin Netanyahou ont tenu le même discours, qui consiste à dire, là où naît l'antisémitisme, cela ouvre la porte à d'autres dérives, à d'autres violences, à d'autres intolérances. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Mohamed Merah. Il a tué des enfants juifs parce qu'ils étaient juifs, et puis il a tué aussi des militaires français parce qu'ils étaient les protecteurs de ces enfants juifs. Donc je trouve très bien que et Netanyahou et François Hollande aujourd'hui aient tenu le même discours en rappelant que ce que provoque l'émergence de l'antisémitisme aboutit toujours au même résultat. J'imagine que vous êtes d'accord autour de la table sur cette partie du discours, en tout cas. Oui, c'est assez consensuel. Déjà, s'associer à la douleur des victimes, rappeler le rôle de la République, hein, et puis ce discours qui rappelle aussi que toutes les victimes n'étaient pas des victimes juives. Et c'était important que François Hollande le rappelle aussi parce qu'on pense aux parents de ces victimes aussi. Alors, il y a eu l'émotion, et puis il y a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ces images, des discours en hébreu, des prières, et ce chant du Premier ministre israélien à la fin du discours. Écoutez. Mon cher ami, le peuple d'Israël vivra. Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. Voilà, Am Israël, Israël vivra. Est-ce que cette cérémonie, Philippe Bilger, c'est aussi en quelque sorte un meeting politique pour Benjamin Netanyahou? Je ne voudrais pas choquer qui que ce soit ici, mais à chaque fois que j'entends dire les Juifs de France, c'est une cause nationale, moi j'aimerais que pour toutes les tragédies, on vient de dire la sûreté des gens est une cause nationale, la cause musulmane est une cause nationale. Je n'aime pas ces séquences dramatiques coupées en tranches. Ça me gêne. Et en même temps, je comprends tout à fait de la part du Premier ministre israélien, on évoque à peine les militaires français, on ne va pas les voir. Bon, il y a quelque chose qui, à la fois... justifie l'inquiétude des Juifs de France, mais la rend d'une certaine manière un peu exagérée dans la mesure où l'État français n'oublie jamais de servir cette cause-là. Est-ce que c'était exagéré, cette partie-là? Écoutez, ce mot peut être un peu dérangeant, mais je dirais que les deux présidents
se soient réunis pour dire que l'antisémitisme ne doit pas se répandre, qu'il faut combattre. Bien sûr, il faut qu'on combatte tous les racismes d'abord, pas seulement l'antisémitisme. L'antisémitisme fait partie de tous les racismes, mais je suis pour le rapprochement de la France et d'Israël, il n'y a aucun doute. Mais c'est vrai que parfois, moi-même étant d'origine juive et ayant vécu longtemps en Israël, je trouve que là, c'était un peu trop, n'est-ce pas, ces cérémonies en hébreu, parce que il me semble que M. Netanyahou est venu surtout affirmer sa présence ici et faire de la politique. Il est en campagne en ce moment. Géraldine Porogovin, c'est vrai que tout à l'heure, on entendait par exemple sur télé le recteur de la mosquée d'Evry qui disait moi aussi j'ai ressenti beaucoup de choses lors de cette cérémonie, mais c'est vrai que ça ressemblait de temps en temps à un meeting politique. Oui, c'est vrai que la politique s'est invitée à cette cérémonie et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit que toutes les victimes de Mohamed Merah, malheureusement, n'étaient pas de confession juive. Donc il fallait aussi penser aux 2 personnes de confession musulmane. Je crois qu'il y avait aussi un militaire qui était chrétien. Donc en fait, toutes les religions ont été touchées par ce fou dangereux qui était d'abord un terroriste. Et donc voilà, bon, tout le monde a mis en perspective cette présence de Netanyahou politique dans son contexte personnel des élections. Je pense qu'il y a une réalité. Et c'était peut-être un peu exagéré. Peut-être qu'il faut aussi dire que aussi bien M. Hollande que M. Sarkozy et d'autres sont obligés d'en faire un peu trop, parce qu'il y a quand même toute une histoire de la Seconde Guerre mondiale qui pèse sur ce groupe et que ça oblige, n'est-ce pas, de faire davantage que le nécessaire. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, on va passer à la politique maintenant. Quand l'Allemagne fait la leçon à la France est-elle en train de devenir la nouvelle Grèce? C'est le journal Bild qui pose la question dans sa dernière édition. Je ne vous la lirai pas en allemand, mais la signification, vous l'avez. Gerhard Schröder s'y met aussi. Lors d'un colloque sur l'Europe avant-hier, voilà ce qu'il a déclaré. Les promesses de campagne du président français finiront par se fracasser sur le mur des réalités économiques. Le plus gros problème réside en Espagne, en Italie, mais aussi, je le dis discrètement, en France, cela pourrait devenir un problème qui ne serait pas mineur. Bruno Roger-Petit, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez? Ça vous énerve? Non, ça ne m'énerve pas. Mais on est quand même un pays qui est assez masochiste, les Français. Il suffit qu'un journal conservateur allemand donne la parole à une personnalité publique comme Gerhard Schröder, ancien chancelier allemand, pour qu'il nous donne des leçons de réalisme économique, pour que tout de suite on se sente obligé d'en débattre. On prend souvent un exemple quand même. Comme si nous étions coupables de quelque chose. Ça me fait penser à cette une qui avait été celle du Time, je crois, pendant la campagne présidentielle, où là aussi on accusait la France d'être le pays, vous savez, on avait détourné le déjeuner sur l'herbe de Monet pour montrer combien les Français vivaient dans un pays paradisiaque alors que la crise mondiale sévit partout. Et depuis, on est obligé de supporter Sophie Péder du Time qui vient nous expliquer dans toutes les émissions de débat combien nous sommes un pays de fainéants, combien nous ne travaillons pas assez, combien nous ne sommes pas assez libéraux, combien nous avons trop de lois de protection sociale, voilà, qui sont absolument terribles. Grave, oui, voilà. Donc on cultive le masochisme du cauchemar. Oui. Nous ne sommes pas la Grèce. Cette comparaison n'a aucun sens culturellement, politiquement, socialement, géographiquement. Enfin, l'idée, c'est que les marchés vont bientôt s'attaquer à la France. C'est une aberration ou pas? Ce sont tous les mauvais signaux qui ont été donnés par François Hollande dès la campagne présidentielle. Ce couple franco-allemand qui fonctionnait parfaitement bien quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Et donc tous ces mauvais signaux surtout pour les Allemands. Tous les mauvais signaux qui ont été donnés. On a entendu François Hollande dire qu'il allait réétudier le pacte budgétaire. Il n'a rien fait. Toutes les décisions qui sont prises dans le cadre du budget en ce moment au Parlement sont catastrophiques parce qu'on est en train d'augmenter les impôts, d'augmenter les dépenses publiques, alors que pour créer des marges de manœuvre, il faut faire l'inverse. Il faut bien faire quelque chose. Il faut baisser les dépenses publiques et baisser les impôts. Qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous étiez au pouvoir? Vous nous avez laissé toutes les dettes. On a évité toute la catastrophe. Madame la sénatrice, qui a beaucoup servi déjà. Oui, ces arguments-là aussi. Alors, il faut quand même... On a évité la catastrophe en 2008. Je voulais juste rappeler... de rivaliser en lieu commun. Non, mais je... C'est pas des lieux communs.
Là, en ce moment, on est en train de parler d'un président qui a dit qu'il n'augmenterait pas les impôts, alors qu'il allait taxer uniquement les riches, qu'il allait taxer uniquement les riches, et ce sont les ménages, tous les ménages qui sont pénalisés. L'augmentation de l'impôt sur le revenu. Mais enfin, les Allemands ne nous critiquent pas à cause de ça. Ils disent que nos dépenses publiques sont trop élevées et ils nous donnent des leçons comme si on était des mineurs. Mesdames, je vous coupe. On reprend le débat sur ce même thème dans un tout petit instant. D'abord, le rappel des principaux titres que vous allez développer, Maya, dans une demi-heure maintenant. Oui, bonsoir Florent, bonsoir à tous. Il y a de l'ambiance chez vous ce soir. Il revient de Toulouse où il a assisté à la cérémonie en présence de François Hollande et Benyamin Netanyahou, de l'émotion, l'hommage aux victimes de Mohamed Merah, de la politique aussi. Et les propos du chef de l'État ont-ils rassuré Joël Mergui, le président du consistoire israélite de France, sera l'invité de la grande édition. Nous irons aussi à Jérusalem pour les réactions à la visite d'un Benyamin Netanyahou qui est aussi en campagne. Apparemment, c'est une télécommande d'aiguillage qui est devenue un petit peu folle. Les trains entre Paris et le Sud-Est accusent en ce moment des retards de 1 à 3 heures. On va évidemment vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Quasiment 2 mois jour pour jour après les annonces du gouvernement sur un plan sécurité à Marseille, nouveau règlement de compte. 2 hommes ont été tués dans les quartiers nord. Nous retrouverons l'équipe d'ITélé pour suivre les débuts de l'enquête. Et puis, oui, il y a du mieux, mais une partie de New York va rester sans électricité pendant 10 jours après le passage de l'ouragan Sandy. Quelles conséquences, et notamment économiques? Nous retrouverons les envoyés spéciaux d'ITélé dans le pays, et notamment Karim Lebourg à New York. Voilà pour le menu. On vous attend évidemment sur le plateau à 22h. Quel programme. Merci beaucoup Maya Lequet. On vous retrouve évidemment dans un peu moins d'une demi-heure. Maintenant, on va reprendre ce thème quand l'Allemagne fait la leçon à la France. Philippe Bilger, ça vous fait quoi, vous, cette leçon de l'Allemagne? En tout cas, du journal allemand Das Bild. Je trouve que les leçons en général sont désagréables, sont détestables, mais il n'empêche que je me demande si au fond, dans la mesure où la droite d'opposition et la gauche de gouvernement ne parviennent pas à s'entendre clairement sur l'économique et le financier, si on ne va pas chercher volontiers des grandes voix comme Gerhard Schröder et autres qui viennent dire tout haut ce qu'en France on ne dit plus ou qu'on n'écoute plus. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de l'économique et du financier, mais je peux comprendre les inquiétudes qui naissent aujourd'hui sur la politique de François Hollande quand on voit par exemple, semble-t-il, les frémissements positifs qui se déroulent en Espagne et qui semblent aller dans un sens absolument inverse de ce qui est fait. Mais je le dis avec beaucoup de modestie, n'étant pas un économiste distingué. La une du Monde, hier, François Hollande a-t-il sous-estimé la crise? Là, avec Das Bild, on ira même plus loin. Est-ce qu'il la sous-estime encore, cette crise? Moi, j'ai été très étonné tout de même par une phrase il y a quelques semaines d'un ministre socialiste qui disait « On n'avait pas perçu que la crise était de cette importance ». Tout de même, on en a beaucoup parlé durant la campagne. J'avais l'impression que les socialistes disaient « Elle existe, mais on s'en sert un peu comme alibi » et venir dire après, au fond, on ne pensait pas qu'elle était aussi importante. Est-ce que ça ne révèle pas peut-être un début d'aveuglement? Mais là... Il y a ce tweet, je voulais en parler, dire un petit mot de Laurence Parisot hier. Vous l'avez vu chez Bruno Roger-Petit. Elle l'explique. Je retweet Laurence Parisot. Voilà, vous retweetez Laurence Parisot, comme on dit. On va le regarder. Quand nous avons alerté à partir de mars, dit-elle, sur l'aggravation de la crise, personne n'a prêté attention. La campagne aveuglait. Ce qui signifie aussi que c'est un peu... Les deux camps sont un peu responsables. Oui. Alors les deux camps sont un peu responsables. Fiche 32 des éléments de langage. Non, voilà. Des éléments de langage, non, vous voyez, monsieur, parce que moi... Regardez, elle est très spontanée. Oui. Non, moi, les éléments de langage, je plaisantais. Les lis, mais je les analyse et j'ai mes propres convictions et ma propre analyse. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant cette campagne présidentielle, effectivement, il y a un programme où il n'y avait pas le mot crise. C'est bien le programme de François Hollande. Et nous n'avons cessé d'en parler, cessé de d'alerter les Français sur cette période que nous avons vécue entre 2008 et 2012, qui a été extrêmement difficile. Et on a aujourd'hui une équipe d'amateurs, de gens qui ne sont absolument pas préparés. On a un Premier ministre qui n'a jamais été ministre, un président de la République qui n'a jamais été ministre et qui ne gère pas tous les couacs. Qu'est-ce que vous en savez? Mais tous les couacs. Attendez, il suffit d'ouvrir les journaux. Tous les couacs, tous les jours. Et alors, les reculades, et les couacs ou des engagements qui sont sous votre gouvernement?
On peut peut-être regarder ce sondage d'ailleurs en même temps. Il y avait une ligne directrice et il y avait un chef. Ah oui, alors. On va le voir, ce sondage Tanès Sofres du Figaro Magazine. 36% des Français font confiance à François Hollande. Jean-Marc Ayrault, 34%. Moins 5 points pour François Hollande, moins 7 points pour Jean-Marc Ayrault. J'ai l'impression que je vais me faire taper dessus par Bruno Roger. Non. C'est grave, docteur? Si vous voulez, au-delà de la polémique, ce qui est un peu inquiétant pour le gouvernement, ce sont les causes de cette impopularité. Et je rejoins ça avec la une du Monde que vous avez montrée hier. Parce que dans le fond, quand on regarde le début du quinquennat de François Hollande, ça ressemble à ce qu'était le début du septennat, le premier septennat de François Mitterrand. C'est-à-dire que quand vous avez été élu, quand vous revenez au pouvoir après une longue période d'opposition, vous avez, mais ça c'est commun à tous les présidents de la République nouvellement élus, vous avez quand même une période où psychologiquement, pendant 2, 3, 4 mois, vous pensez que tout est possible et que rien ne peut vous atteindre. Surtout quand vous avez le parcours de François Hollande, qui a quand même été quasi miraculeux à bien des égards, entre la sortie de route de Dominique Strauss-Kahn et la campagne présidentielle et la primaire, etc. Donc, oui, il a probablement... C'est pas qu'il a sous-estimé la crise, c'est qu'il a cru qu'il était dans une période, dans un climat où, effectivement, il pouvait la gérer plus facilement qu'il ne le pensait. Ça, je pense que c'est vrai. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a quand même une faiblesse de ce gouvernement, qui n'est pas du tout ce que vous racontez. C'est peut-être plus grave d'une certaine façon, d'ailleurs, vous voyez. C'est que il n'y a pas eu assez de préparation à l'exercice du pouvoir. On n'a pas assez pensé ce qu'était le pouvoir de la Ve République, ce qu'il leur représentait, ce qu'il incarnait. Et du coup, quand vous n'avez pas pensé votre rapport au pouvoir, quand vous n'avez pas pensé votre incarnation du pouvoir, forcément, nécessairement, votre communication politique s'en ressent. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, les inquiétudes que suscite ce comportement, cette sorte de déshérence parfois dans l'exercice du pouvoir qui explique l'impopularité. Philippe Bilger. En fait, la comparaison entre 80 aujourd'hui est étonnante, Bruno, dans la mesure où on pouvait reprocher en 81-82 un excès presque d'audace, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est la même chose. Non, mais je parle du rapport au pouvoir, pas des circonstances, vous voyez ce que je veux dire? Sûrement. Et le deuxième élément, je me demande si, au fond, le pouvoir a compris que l'anti-sarkozysme ne pouvait plus constituer une politique, et que le citoyen lui-même, qui a voté à 60% pour François Hollande sans l'être, comprend aussi que l'anti-sarkozysme, ça n'est plus une conviction suffisante, d'où la baisse dans les sondages. C'est un peu ce que dit Claude Guéant ce matin, on va l'écouter, vous réagissez juste après. Souvenons-nous des promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale. François Hollande s'est obstiné à nier la crise. Il n'y avait qu'un seul responsable de tous les maux de la France et de l'Europe, c'était Nicolas Sarkozy. Les Français ne sont pas sots. Les Français savent bien qu'ils ont été trompés et que rien n'est fait. Les Français ont été trompés, Esther Benbassa. Écoutez, je n'irai pas si loin. On a beaucoup attendu de la gauche, il faut le dire. On a voté pour la gauche contre Sarkozy. Alors aujourd'hui, on demande à ceux qui sont au gouvernement de faire très vite leurs preuves et on ne peut pas aller toujours très vite. C'est vrai, je reconnais, puisque moi-même je critique une partie de la gauche en disant qu'il y a une certaine mollesse. En plus, il y a les médias qui s'acharnent régulièrement quand même sur le gouvernement. Alors. Il y a un peu de ça. Est-ce qu'on fait de la mousse sans savon? C'était l'expression. Non, mais il y a un peu de ça. Et il faut laisser peut-être un peu de temps à ce que le gouvernement reprenne le dessus. Et aussi, il faut se dire que la crise, on n'avait pas pensé qu'elle allait continuer de cette manière-là. On n'a pas le temps, madame. La popularité de Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'il en faisait trop, toujours trop, il était trop actif, tous les jours il y avait quelque chose. Agité. Alors les gens disaient qu'il était agité, il était juste dans l'action, il n'y avait pas une minute de perdu. Alors que là, on a un président de la République qui a pris 3 semaines de vacances, a commencé à prendre 3 semaines de vacances, et puis qui réalise qu'il y a la crise, alors que ça fait 5 ans qu'on arrête, enfin ça fait depuis 2 minutes qu'on n'arrête pas de le lui dire. Juste cet argument sur les vacances. François Hollande a pris exactement le même nombre de jours de vacances que tous les présidents de la Ve République. Écoutez, sans exception. Quand on fait le compte du quinquennat, on s'aperçoit qu'il en a pris beaucoup. Exactement. Nicolas Sarkozy oui, beaucoup de vacances. Écoutez, quand on fait le compte... il n'était peut-être pas dans son bureau à l'Élysée, mais je peux vous dire qu'il bossait
Où qu'il aille. Hein. C'est ce que disent les journalistes du Monde hier sur François Hollande pendant ses vacances, en disant qu'il continue à travailler pendant ses vacances. Il n'a pas pris la mesure de la nature de la fonction qui fait que vous ne pouvez jamais couper. Enfin, voyons, sérieux. Avec les téléphones qui marchent et qui sonnent, et les dossiers qui arrivent. Il n'a pas pris la mesure de la situation. On le voit aujourd'hui dans les décisions qui sont prises. Allez, on va passer au prochain thème, si vous le voulez. C'était tout à l'heure au 115 à Créteil. Jean-Marc Ayrault a visité le centre d'urgence pour les sans-abri. Il était notamment accompagné de Cécile Duflot, la ministre du Logement. Écoutez et regardez donc cette séquence. On va dire que les médias s'acharnent après, mais regardez. Vous êtes ici avec Madame Duflot, vous avez un différend avec les Verts, je passe à un tout autre sujet, sur Saint-Martin-des-Landes, une ouverture... Non, mais écoutez, je suis... vous n'avez pas bougé sur ce dossier mais écoutez, franchement, je suis venu là aux côtés de ceux qui travaillent le jour, la nuit, pour aider les personnes en détresse. Et vous avez comme moi assisté en direct à l'appel d'une maman qui a un fils de 9 ans et qui se trouvait sans solution d'hébergement. J'ai vu comment le dossier était traité. Ne me parlez pas du reste, je ne suis pas venu pour cela, je suis venu justement... Vous traitez plusieurs dossiers, vous êtes Premier ministre. Oui, bien sûr. Voilà, il vient parler sans-abri, on lui répond Notre-Dame-des-Landes. Ça devient gênant, cette indépendance des Verts pour le Premier ministre, Esther Benbassa? L'indépendance, moi personnellement, je ne viens pas du parti. Je peux vous dire que l'indépendance, c'est un grand mot. Nous essayons d'être en accord avec la majorité. Nous avons quand même des histoires très différentes. Les écologistes sont très particuliers dans leur parcours. Ils ne viennent pas tous de la politique. Ils n'ont pas la même formation. Bon, et ça peut paraître un peu, disons, un petit peu chaotique, mais ça ne l'est pas. Nous sommes là, nous apprenons à nous servir du pouvoir, nous apprenons à être au pouvoir. Nous sommes pour la première fois si nombreux dans les parlements. Tout s'apprend. Et l'article des valeurs actuelles, excusez-moi, je ne suis pas ni une fanatique ni une sectaire. Sur les écologistes, d'abord, il y a des erreurs factuelles, mais ce n'est pas grave. Mais nous ne faisons peur à personne. Nous essayons de garder un peu d'indépendance. La une de valeurs actuelles, on va la voir s'afficher, s'il vous plaît, pour que les téléspectateurs la... Allez-y, oui, pardon. Non, mais c'est que on parlera après le... Ah bon, voilà, vous montrez que on la voit, la dictature des Verts, drogue, J'aimerais bien qu'il y ait la dictature des Verts. Révélation. Je vois que ce n'est pas, que nous ne sommes pas du tout dictatoriaux. Nous sommes là en train d'appuyer la majorité socialiste, mais nous avons cette indépendance qui nous permet aussi de ne pas être d'accord, de ne pas tout voter les yeux fermés. Moi, par exemple, je ne suis pas toujours ce que le... écoutez, madame, vous avez vu à droite tous les... Est-ce que les Verts ont trop de pouvoir? On va répondre à la question juste après cette petite pause. Moi non plus. La meilleure arme face au danger, c'est l'instinct. Car l'instinct permet d'anticiper. La technologie 4 roues motrices BMW X-Drive agit instinctivement en moins d'1 dixième de seconde avant toute perte d'adhérence. Une technologie dotée d'instinct, ce n'est plus impossible. Et en ce moment, X-Drive vous est offert. BMW X-Drive, l'instinct de sécurité. On ouvre un compte dans une banque, bon, sur le coup on est content. Mais après, plus personne. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Chez LCL, vous avez le service après-vente bancaire. C'est tout nouveau. Après le premier mois, on vous appelle pour vérifier que tout va bien. En cours d'année, vous évaluez nos services avec un bilan efficacité et 95% de vos réclamations en agence traitées sous 48 heures. C'est dans notre contrat de reconnaissance. SAV ? Je dis c'est à voir. Avec LCL, demandez à votre banque. Nouveau velouté Frix. Une texture encore plus onctueuse à déguster maintenant dans son nouveau pot Danone. Pour que les gourmands se régalent jusqu'à la dernière cuillère. Velouté Frix de Danone. I love your delicate way. Burberry Body.
The new eau de toilette for women. Aujourd'hui est née une mutuelle qui pense à tous et qui pense comme vous. Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé. Alors, on va revoir cette une de Valeurs Actuelles. La dictature des Verts, drogue, famille, énergie. Comment ils veulent démolir la société, leur influence sur Hollande, leur programme à la loupe. Philippe Bilger, qu'est-ce que le complot vert? Je ne crois pas que c'est la dictature des Verts. Je crois que c'est souvent dans la vie intellectuelle, dans la vie politique, l'étonnante force des faibles, numériquement. Et on leur rend beaucoup. Deuxième élément, moi, ce qui me passionne dans les Verts, c'est la difficulté pour une structure qui a été de désordre créateur, qui a été d'invention, de se plier à une culture de solidarité et de fusion au gouvernement. Ça exige beaucoup d'énergie et probablement ils se fatiguent beaucoup à respecter des règles et des principes qu'ils n'étaient pas habitués à respecter. Géraldine Porogorin, finalement, vous les aimez bien, vous, les Verts, ça vous facilite les choses, non? Je ne sais pas s'ils nous facilitent les choses, mais je ne résiste pas à rappeler le bon mot de mon ami sénateur Pierre Charon qui disait à propos des Vajoli, tous pour un pour tous, c'est 2%. 2% et le poids des Verts dans ce gouvernement... Donc trop de poids. Trop de poids parce que parce qu'il ne se, je ne sais pas, il n'y a pas de cohérence dans le discours du gouvernement, les couacs sur la boulette sur le cannabis, la loi sur le logement qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Il y a quand même le cannabis, c'est pas les Verts, hein, c'était Monsieur Payon. Oui, mais enfin après. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais dire que comme nous sommes une minorité, nous avons cette force de stimuler le gouvernement. Par exemple, le mariage entre personnes du même sexe. Nous l'avons avancé, nous avons déposé la loi, le gouvernement est revenu au lieu de 2013. Le gouvernement a dit on va faire la loi maintenant. Pour diverses questions, nous servons de stimulus. Et cela, nous pouvons le faire parce que nous sommes très diversifiés. Il ne faut pas non plus parler de complot vert et de... Enfin, cet article, c'est sympathique. C'est même une Bruno Roger Petit. Bon. Non, mais je ne voudrais pas être désagréable avec mes confrères de Valeurs Actuelles, mais c'est un petit peu sot leur une, parce que tous ces grands dirigeants verts, Jean-Vincent Placé, Cécile Duflot, ce sont des gens qui viennent très souvent de la mouvance socialiste. Cécile Duflot, elle vient du rocardisme, de la deuxième gauche. Michel Sapin, quand il en parle, on parle toujours avec émotion. Jean-Vincent Placé, c'est quelqu'un qui demandait à Jean-Luc Mélenchon, il y a une quinzaine d'années, des investitures pour être candidat aux élections cantonales dans l'Essonne, candidat socialiste. Bon, Mélenchon ne voulait pas parce qu'ils sont fâchés. Mais vous voyez, c'est quand même... Voilà. Sur tous les sujets que décrivent à l'heure actuelle, le mariage pour tous, le cannabis, etc., les Verts d'aujourd'hui pensent exactement comme l'immense majorité du Parti socialiste. Oui, donc c'est un faux débat que d'opposer ces Verts-là aux socialistes aujourd'hui. Vous savez, peut-être un peu plus progressif. Madame Duflot, elle a combattu le grand pari de Nicolas Sarkozy. Moi, je suis conseillère régionale d'Île-de-France, je l'ai vu en séance, elle l'a combattu, elle a voté contre eux. Et elle est ministre en charge du grand pari. Alors, elle a quand même accepté cette mission. Qui est gelée de toute façon. Elle explique. Oui, non, mais je trouve qu'il y a un certain paradoxe. Et donc, le dogmatisme des Verts, nous, on connaît très bien à Paris, parce qu'on a beaucoup souffert à Paris par le dogmatisme des Verts. Mais allez, oui, là, elle ne arrêtons ces mots, dogmatisme. On n'a même pas d'idéologie, je ne sais pas. On serait le nouveau plan voiture annoncé pour 2014. Depuis quand les universitaires sont dogmatiques, madame? Non, justement, vous étudiez ça tous les jours. Allez, on va regarder une, cette fois ce sera la dernière, c'est la une de VSD, une qui, moi en tout cas, m'a particulièrement étonné. Manuel Valls, son seul défaut, c'est sa femme. Le magazine revient donc sur cette rumeur ou cette révélation, appelez-la comme vous voulez, du canard enchaîné, qui a été démentie. C'est donc sa compagne qui lui aurait demandé de faire évacuer les mendiants dans leur rue à Paris. VSD la qualifie de bavarde, d'arrogante, d'impétueuse. Elle pourra même, dit ce magazine, détrôner Valérie Trierweiler dans les prochaines semaines. Vous en pensez quoi, Philippe Bilger? Moi, j'ai au moins une expérience qui montre que l'épouse de Manuel Valls n'est pas aussi sympathique que lui. Mais je n'en parlerai pas.
Et je dirais... bah si, allez-y, alors, puisque là... Si, allez-y. Je veux dire, elle n'a pas une urbanité aussi évidente que la sienne. Elle vous a pas salué? C'était un peu plus compliqué que ça, et ensuite elle a été très désagréable sur la femme du Premier ministre, objectivement, et il y a l'affaire de la Roquette. Mais c'est presque une forme d'hommage pervers au féminisme que de constater les dégâts qu'entraîne sur une personnalité politique qui est en tête de tous les sondages, le mauvais caractère qu'on prête à son épouse. Est-ce qu'on lui cherche la petite bête, là? Oh, oui. Parce que justement, c'est un peu le... Moi, je m'interroge, parce que c'est quand même la première fois que je vois un gouvernement qui est à ce point attaqué à travers les conjointes de ceux qui gouvernent. Donc il y a eu une énorme séquence, Valérie Trierweiler, qui a duré 4 mois. Fort heureusement, je sais qu'elle a bien intégré ce qui s'était passé, elle en a tiré les leçons, et on assiste depuis quelques semaines à une correction de trajectoire politique qui est très intéressante. Elle va être plutôt Danielle Mitterrand que Cécilia Sarkozy des premiers temps, du quinquennat Sarkozy, donc ça c'est mieux. Il y a Audrey Pulvar qui aussi a un comportement qui pose des problèmes jusque dans les histoires de la Banque publique d'investissement. Bon, je passe là-dessus, c'est pas exemplaire. Et puis aujourd'hui on essaye d'attaquer, alors là pour le coup c'est quand même assez sidérant, Manuel Valls à travers son épouse, pour une anecdote qui dans le fond n'a politiquement aucune importance. Aucune importance. Mais je note quand même que c'est la conjointe du ministre de l'Intérieur, ministre le plus populaire de ce gouvernement, celui qui réussit le mieux, politiquement et médiatiquement, qui est attaqué. Oui, surtout le machisme de cette une, et ce n'est pas la première, puisqu'on a déjà vu plusieurs unes d'hebdomadaires très machistes. Mais moi, je voudrais aller sur le fond et la politique. Manuel Valls qui demande à des policiers d'évacuer des SDF de son quartier, et pendant ce temps-là, M. Hérault, Premier ministre, qui déclare qu'il ne veut pas faire une politique de la température. Parce que sinon, on n'aura plus de temps pour votre coup de gueule. Alors là, très rapidement pour votre coup de gueule. Moi, je dirais que, bon, une musicienne, ça adoucit les mœurs, la musique, et c'est bien pour monsieur Valls, qui est un peu raide. Voilà, merci beaucoup. Allez, il reste 1 minute 30, vraiment en quelques secondes, votre coup de gueule du jour. Allez, Philippe Bilger, on va vous laisser commencer. Coup de gueule, coup de cœur. J'ai vu un film, le dernier James Bond, que j'ai trouvé véritablement, et je n'utilise pas souvent l'adjectif, génial, mise en scène éblouissante, un acteur hors du commun, un scénario fait par 3 scénaristes de très grand talent, avec quelque chose de très touchant pour quelqu'un qui a vu les James Bond. C'est à la fois le James Bond mythique et un adieu à celui-là. Allez, à vous, vous avez réfléchi, Esther Benbassa, oui, j'ai réfléchi parce qu'il y a un an à peu près à cette période, j'étais ici et j'étais rapporteur du droit de vote des étrangers et qu'on a fait passer au Sénat et c'était la grande joie. Et là, aujourd'hui, je suis énervée en me disant, voilà, je suis dans le même studio et encore, cette loi n'est pas passée et c'est pas possible. Et c'est votre coup de gueule, Géraldine Poirot-Gauvin. Un coup de gueule, la politique de la température qui ne doit pas... déclaration de Jean-Marc Ayrault. Déclaration de Jean-Marc Ayrault sur le logement tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a une mesure simple pour le logement. Le logement social, il faut arrêter de faire des logements sociaux à vie. Il faut limiter dans le temps, donner un coup de pouce ponctuel aux gens, les aider ponctuellement. Très vite, c'est un coup de cœur qui est à la fois un coup de gueule. Le Parti socialiste, par la voix d'Harlem Désir, soutient la demande de transfert des cendres de Pierre Mendès France au Panthéon. Et je trouve qu'on ne l'a pas assez remarqué, souligné et qu'on n'enclenche pas assez vite cette machine. Mendès France au Panthéon, je pense que c'est une très bonne idée. Et le message est passé. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir... Tout le monde sera d'accord. Merci beaucoup et vous retrouvez Maya Loquet tout de suite.